Général Ibrahim Baldé. Oui, monsieur le procureur. Nous allons donc continuer à vous poser des questions. Et quels étaient les services de gendarmerie qui étaient déployés au stade le 28 septembre? Au stade, malheureusement, j'ai donné un plan d'opération où partout où on a mis un gendarme, on savait où il est. J'ai remis ça au juge. Oui, là où vous êtes, est-ce que vous connaissez le service qui était déployé ces jours-là exclusivement au stade? S'il vous plaît, le service principal était le commandant du groupement. Malheureusement, il est décédé, le colonel Koch. C'est son service. Maintenant, on a puisé par-ci, par-là pour venir les aider vraiment à sécuriser de façon que le portail ne soit pas déboulonné. Il était commandant de groupement. Qui est ça? Groupement. Groupement mobile. Mobile. Groupement départemental. Départemental. Voilà. Donc c'est des enquêteurs. C'est ce service qui était déployé ces jours au stade. Non, ce n'est pas lui seul. D'autres. Je ne sais pas. Allez-y, allez-y. Si vous savez, si vous ne savez pas, on peut passer. Vous savez, pour chaque position, on faisait des fonctions. Il y avait des positions même à Dixine où les hommes venaient de choses, du kilomètre 36. Il y avait des dispositions, même à Hamdallah, où les hommes venaient de choses, de Kaloum. C'est en cela on dit gendarmerie mobile. On peut retenir quand même, ces jours-là, la sécurité du stade relevait de la gendarmerie, comme il a été décidé au cours de la réunion sécuritaire. Non. Personne ne peut dire que le truc. Ce que je sais, conventionnellement, et ça c'est dans tous les pays où se trouve la gendarmerie, lorsqu'il y a des événements, de grands événements, l'intérieur des enclos est géré par la police et l'extérieur est géré par la gendarmerie. C'est pourquoi je ne me fais aucun doute que moi, je n'avais aucun élément à l'intérieur. Même aujourd'hui, si vous observez très bien, sur le procureur, il y a un match de football là, à Conakry, où il y a une grande cérémonie dans l'un des enclos. Ça peut être le stade 28 septembre ou bien ailleurs. Vous venez observer le dispositif. À l'intérieur, ce sont les policiers qui s'y trouvent. À l'extérieur, c'est la gendarmerie. Bien. Pourquoi? Parce que les velléités majeures peuvent venir de l'extérieur. Et puisque la gendarmerie est un corps militaire, on leur dit de rester dehors. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer ces jours au stade? Comme vous l'avez expliqué là. Non, vous savez, il n'y a pas de réunion, directe entre le DGPN et moi. Mais moi, j'ai anticipé avec mon plan d'opération. Pour ce qui est du stade, nous avons pris purement et simplement la devanture. La devanture. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a tout pris. S'il y a des issues, les gens vont éventuellement s'y déployer. Ah, c'est du fait. Parce que s'il y a des issues, vous refusez d'y penser, vous pensez simplement qu'au portail principal, les gens peuvent facilement rentrer par là-bas, par les issues. D'accord. Ma question est répondue. Est-ce que ce jour vous possédiez suffisamment d'armes conventionnelles pour contenir les mouvements de foule? Monsieur le procureur, je n'ai pas voulu trop m'aventurer sur ça parce que ce problème est un problème entier dans les pays francophones. Les lois disposent des choses, les réalités en disposent autrement. Jusqu'à présent, le débat sur le contenu chimique, physique ou même mathématique de la grenade lacrymogène fait débat. Vous allez en Iran, vous achetez des grenades lacrymogènes, vous les envoyez ici, on dit « Oh, il est venu pour tuer les gens ». Alors que le lacrymogène, par définition, c'est juste un incapacitant.
C'est-à-dire, à une certaine distance, je ne dis pas à d'autres distances, mais à une certaine distance, quand vous jetez, c'est la fumée qui sort. Ça prend les yeux, ça prend le nez, et des fois même, en toussant, ça rentre dans la bouche. Cette inhalation-là vous rend incapable de continuer à jeter des pierres ou machin. Donc, en ce moment-là, pour vous dire vrai, en ce moment, il n'y avait pas de lacrymogène. Mais moi, ce n'était pas les lacrymogènes que je voulais d'abord. Mes hommes que je mettais en barrage d'arrêt fixe et fermé, ils avaient droit de bouclier et de casque, plus le bâton de protection. Parce qu'avec le bâton de protection, si vous êtes arrêté, vous avez le bouclier, le gars il vient à côté, avant de vous atteindre, vous pouvez taper à terre ou taper sur son pied, il va reculer. Mais vous n'avez pas de bâton, vous n'avez pas de bouclier, vous n'avez pas de casque. Il vient directement et monte sur vous. Ah, il faut reconnaître qu'il y a des civils qui sont physiquement dominants face à un homme en uniforme. Donc le matériel, très sincèrement, j'ai remercié les autorités à l'époque pour réussir à nous faire bouger avec les pick-up qui avaient été achetés. Mais c'était très très limité. Malheureusement, les événements du 28 septembre sont venus nous trouver dans ça. Parce que franchement, on avait pris de l'allure pour la réforme. Donc il a fallu maintenant que 2011 pour faire ce que vous connaissez aujourd'hui. D'accord. Dans vos rangs, est-ce qu'il y avait eu des blessés? Oui. D'accord. Oui. Moi, c'est après, je me suis rendu compte, mais c'était des blessures légères. Et pourquoi moi, je n'ai pas dit au juge d'instruction, que je respecte beaucoup, je ne l'ai pas dit, que j'ai fait, je l'ai dit, je n'ai pas fait de blessés, je n'ai pas fait de dégâts. Les dégâts matériels étaient importants? Non, pas importants. D'accord. Quand il n'y a pas d'accrochage direct avec la foule, si vous repliez, c'est un repli, ce n'est pas une fuite. Si vous repliez, il n'y a pas de dégâts sur vous. D'accord. Alors, des manifestants ont été enlevés pour être conduits au niveau des échos 1 et 2. Ils ont mis quelque temps là-bas avant d'être libérés. Vous avez été informé de cela? Aussitôt, monsieur le procureur, j'ai été informé. Aussitôt, ils ont été libérés. C'était le même jour? Non, il y a certains le même jour, mais il y a d'autres le lendemain. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont fait plus de 2-3 jours dans les locaux de la gendarmerie. Bon, Amdallah et Envie. Lorsque je n'étais pas au courant, je suis instructeur avec tout le respect que je vous dois des droits humains et du droit international humanitaire. J'ai dit des choses comme ça par modestie, je m'excuse très fort, mais je ne tolère pas un gendarme qui, dans l'exercice de ses fonctions, brise l'espoir d'un civil, d'un citoyen. Parce que prendre quelqu'un, de facto, le foutre en prison, il ne boit pas, il ne mange pas, sans que vous nous rendiez compte officiellement, vous êtes punissable. On appelle ça, comment on appelle ça? C'est un abus de pouvoir. D'accord. Le gendarme a le droit d'interpeller. Mais par la suite, il identifie. Mais après, il faut qu'il donne le motif pour lequel il a interpellé. Si le motif n'est pas valable, non. Il faut libérer aussitôt. Est-ce que vous avez été mis au courant des tortures qui leur avaient été infligées là-bas? Où ça? Dans les locaux de la gendarmerie. Quelle gendarmerie? Écho 1, Écho 2. Non, je n'ai pas été mis au courant de ça. Vous n'avez pas été informé? Non, 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 non. J'ai été informé de l'interpellation des gens pour diverses raisons. J'ai ordonné libérer aussitôt. Parce que moi, j'étais au centre des opérations. D'accord. Donc, toute information qui remontait, je la filtrais aussitôt. Je ne donnais pas le temps. D'accord. Est-ce que vous avez été informé de l'interpellation de Ibrahima Kamara Kalonzo? Conduit au PM3. Oui. Est-ce que le 28
septembre 2009, il était dans les locaux du PM3. Monsieur le procureur, il faut sincèrement faire venir l'officier qui était en charge du PM3 et qui gérait Kalonzo. Je crois que Kalonzo a fait l'objet de 2 gestions, si je me rappelle bien. Un premier chef, dont je ne peux pas donner le nom, c'est un doyen que je respecte beaucoup, et le colonel Gabriel, qui était le dernier. Ce que je reconnais, c'est que Kalonzo a fait l'objet d'excès de détention. D'excès de rétention. Oui, le temps de détention. Je me suis déplacé moi-même. Je suis venu au PM3. Je faisais une promenade tendant à savoir qui et qui sont là. J'ai coïncidé à lui sur un petit lit. J'ai dit, ah, Kalonzo, parce que c'était un homme très actif dans l'antidrogue. Qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, ah, on m'a envoyé parce que j'ai détourné de l'argent ou des biens, quelque chose comme ça, j'ai oublié. J'ai dit, mais tu es là depuis combien de temps? Quand il a dit, j'ai pris ma tête. J'ai demandé aussitôt à Gabriel, j'ai demandé qui l'a fait venir et de passer par toutes les voies et moyens pour qu'il quitte. S'il ne quitte pas, je vais le libérer. Ou il quitte en le laissant se retourner dans son unité. Mais si vous savez qu'il a vraiment fait du mal, il a comment j'appelle ça? Il s'est mal conduit, mais la justice, le tribunal est là. Parce qu'en ce moment, on n'avait pas les tribunaux militaires. Tout ça, ça m'a donné le sens de convaincre les autorités pour mettre les tribunaux militaires en place. Et ça, grâce à vous, ça a été réalisé. Mais sincèrement, il faut le registre pour dire qu'il était là de tel moment à tel moment. S'arrêter ici fortuitement, dire qu'il était... Je reconnais qu'il a passé trop de temps là-bas. Mais après, j'ai appris qu'on l'a fait sortir, parce que j'avais un peu tapé la table avec mon officier. On l'a fait sortir, qu'on l'a affecté, sur l'instruction des autorités qui l'avaient amené là-bas, qu'on l'a affecté comme officier de liaison à Chouj, à Fria. J'ai dit, mais en ce moment, il n'avait rien fait. S'il est sorti avec tout ce temps, il n'est pas allé à la sûreté ou ailleurs, c'est que je ne comprends pas. Donc, mais je ne me suis pas trop intéressé, parce que le PM3 à l'époque était un peu partagé. D'accord. Et lorsque Toumba avait déposé les leaders politiques blessés au niveau de l'état-major de la gendarmerie, est-ce que Marcel était venu à sa suite pour agresser physiquement Jean-Marie Doré? Je n'ai pas vu Marcel à l'état-major de la gendarmerie. Vous n'avez pas appris cela? Non, je ne l'ai pas vu, on ne me l'a pas rendu compte. Je vous dis, on m'a dit, monsieur le chef d'état-major, j'étais commandant à l'époque, vous-même, prenez vos dispositions. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont venir les prendre. J'ai dit, ils n'ont qu'à venir les prendre, mais moi, je ne les laisse pas. Mais sincèrement, je n'ai pas vu Marcel. D'accord. Mais on vous avait quand même dit que les gens vont arriver. Vous ne saviez pas, il s'agissait de... Non. Moi, en tant qu'officier chef d'état-major, si d'abord mes officiers de renseignement, je les prends en pincette. Parce que quand le renseignement n'est pas filtré, il ne passe pas par le vrai laboratoire, il peut paraître farfelu. Et vous allez perdre des moyens et de l'énergie inutilement. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est venu me dire quelque chose que je vais commencer à crier. Je leur ai demandé qui vient. Ils ont dit que c'est des pick-up qui vont venir. Je dis, alors, si c'est des pick-up qui vont venir, tout le monde n'a qu'à rester ici. Prenons les dispositions pour l'infirmerie de la gendarmerie et l'état-major. D'accord. Mais je ne l'ai pas vu. D'accord. Alors, même par curiosité, vous n'étiez pas allé voir l'intérieur du stade après les massacres? Non. Non. D'accord. Et parlez-nous un peu du colonel Blaise Goumou qui était avec vous à la gendarmerie. Ah, monsieur le président. En ce moment, ils vont m'amener à noter le colonel Blaise.
Et je ne crois pas que cela puisse vous plaire si je le note. Tout ce que je sais du colonel Blaise, d'abord je suis de la même promotion de recrutement que lui. Mais c'est moi qui l'ai préparé pour entrer à l'école des officiers. Parce qu'à l'époque, il travaillait à Amdalaï. Il était adjudant d'escadron. Un jour, je suis venu le voir. Il dit, mais petit, qu'est-ce que tu cherches ici? Il dit, non, j'ai dit, tu arrêtes ça. Va à l'école. Viens, je te prépare, tu vas à l'école. Et effectivement, il l'a fait, il est parti à l'école. Mais quand je suis revenu de Haïti, pendant que je montais le dispositif, il a été l'un des éléments que j'ai pris, ça a crié, pour devenir commandant de l'escadron mobile numéro 3. Ça a crié. C'est parti un peu loin, je l'ai retourné. Mais, rassurez-vous qu'il fait partie des hommes qui avaient été sélectionnés par voie de test pour devenir les futurs magistrats militaires. Le premier groupe, parce que maintenant il y a beaucoup de groupes. Ensuite, il a été un élément sur qui je me suis appuyé dans l'exercice de la police judiciaire au sein de la gendarmerie. Très sincèrement. Et il m'a fait satisfaction. Enfin, je l'ai utilisé comme directeur de certains stages des officiers à l'école de la gendarmerie. Bref, c'est en quelque sorte un produit à moi, techniquement et professionnellement. Maintenant, le reste, je ne sais pas. Et est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi ça a crié lorsque vous l'avez pris? Hein? Pourquoi ça a crié lorsque vous l'aviez pris? Non, je savais que partout où il va être vraiment un bon élément. Non, vous dites que dès que vous l'avez pris, ça a crié. On ne voulait pas qu'il soit là? Ou qu'est-ce qu'on lui reprochait? Non, on ne voulait pas qu'il quitte là où il était pour rentrer dans les rangs de la gendarmerie. D'accord. Et au point de vue comportement? Comportement? Ah, Blaise, je l'ai connu chrétien, au vrai sens du mot. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que moi je suis guerrier, je suis ceci, cela. C'est l'occasion pour moi de parler un peu. Je suis né à Zéro-Corée. De père et de mère de Tougué. Jules de Baldé, Alarba Keita. Mais j'ai entendu même certains dire que ma maman est une guerrier. Donc je suis guerrier. Mes propres parents, j'ai des parents de Tougué qui disent ah, parce que simplement, ils ont appris que j'y suis né, j'ai grandi, je me suis épanoui, machin. Mon père était un fonctionnaire militaire. Donc, je suis né à Zéro-Corée, pas par ma volonté, mais par la volonté de mon père. Et c'est pourquoi je me considère comme citoyen de Zéro-Corée, parce que quand vous naissez quelque part, vous n'avez pas le droit de penser autrement. D'accord. Et au sein du camp Alpha Yaya Diallo, oui. Vous étiez au courant des différentes enquêtes qui se menaient là. Et les gens étaient retenus parfois très longtemps. Monsieur le procureur, non. Je ne suis pas intéressé. D'accord. Et certaines victimes ont déclaré ici avoir été agressées, violentées par des gendarmes et même dépossédées de leurs biens au stade. Vous n'avez pas appris cela? Non, moi, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez reçu aucune plainte par rapport à ça? Non, 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 non. Ma réaction, elle est instantanée face à ce genre de situation. Tout le monde le sait. Le citoyen, pour moi, c'est tout pour l'État, c'est tout pour la nation, c'est tout pour la patrie. Donc, le gendarme qui est fait pour le mettre en sécurité, pour le sécuriser. Et sécuriser, c'est bien. S'il fait autre chose, à ma connaissance, je ne vais pas le tolérer. D'accord. Les pillages et également le saccage des domiciles de certains leaders politiques, vous avez appris? Bon, j'ai appris, mais je ne me suis pas trop intéressé. Parce que je n'ai pas reçu de plainte. D'accord. Et au niveau de la page 3 de votre déposition, oui.
Monsieur le Président, avec votre permission, vous avez dit, sur le terrain, il m'a été signalé qu'un groupe de militaires avait été pris à partie par un groupe de manifestants à Bambeto. Il y aurait eu des blessés et des morts. Mais, pour plus d'amples renseignements, il serait bon de s'adresser au service de santé des armées. Est-ce qu'effectivement, on vous a dit qu'il y avait eu des morts à Bambeto? On me l'a dit. Par le fait des militaires. J'ai beaucoup fouillé, monsieur le procureur, mais je n'ai pas trouvé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les informations, je sais quelles sont. Tant qu'une information reste dans son état d'information, vous ne pouvez pas la donner du crédit. Il faut que l'information se transforme dans les laboratoires que vous avez jusqu'à ce qu'elle devienne un renseignement. Là, il n'y a aucun problème. Et qui vous avait donné cette Ce information? sont les agents de renseignement. D'accord. Est-ce qu'on vous a parlé des charniers? J'ai entendu parler, monsieur le procureur. Oui. Vous n'avez pas eu de renseignements à propos? Monsieur le procureur, tout ce qui est lié au corps là, je n'en sais rien, très sincèrement. Même si beaucoup croient que je connais quelque chose de ces trucs-là, je n'en sais rien. Affaire de corps, je n'en sais rien. J'anticipe dès maintenant pour vous le dire. Je ne connais rien de corps. Je n'ai pas vu de corps. Je n'ai pas touché de corps. Non. Ça allait me permettre de mieux vous répondre ici si ma commission avait travaillé. Excusez-moi, parce que si ma commission avait travaillé, ne serait-ce qu'avec la police, on allait exiger certaines conditions. Et si les gens sont précipités, formol, machin, prenez dans les camions, envoyez ici, envoyez là. Non. Je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain. Notre justice est aussi grande que cela. Notre police et notre gendarmerie sont aussi grandes que cela. Pourquoi les gens se sont précipités pour aller prendre machin? Si le cordon avait été mis en place dès le début, scellé, même si les corps faisaient 10 ou 15 ou 20 jours, mais au moins, on allait être franchement situé sous la responsabilité d'un juge. Sous la responsabilité d'un juge. On allait être bien situé. Et quand certains disent, ah, ils ont pris le corps ici, ils ont envoyé là-bas, ils ont pris. Sincèrement, affaire de corps, je n'en sais rien. Sincèrement, monsieur le procureur. D'accord. Merci, monsieur le Président.